Lionel Cordes, bonjour. Bonjour. Donc, comment naît un lynchage médiatique? Alors je crois qu'il faut d'abord essayer de définir ce que ça veut dire, un lynchage médiatique. On peut dire qu'il y a deux sortes de lynchage médiatique. Il y a celui qui va être délibérément organisé. On part de rien, et pour des raisons politiques par exemple, on va monter une campagne destinée à détruire quelqu'un. Il y a des exemples célèbres évidemment dans l'histoire récente, la Troisième et la Quatrième République. L'affaire Caillot, bien sûr, ce ministre qu'on va essayer de détruire parce qu'il veut imposer l'impôt progressif sur le revenu, et sa femme va assassiner le directeur du Figaro. Mais qu'est-ce qui fait qu'une affaire prend une telle proportion? Alors, encore une fois, il faut voir jusqu'à quel point elle touche les gens. Il y a d'abord, je dirais, celui qui en est la victime, la personne contre laquelle se monte une cabale. On a vu l'affaire Caillot, l'affaire Salingro, très très célèbre, ministre du Front Populaire. La presse va raconter qu'il a déserté en 14, c'est faux, c'est entièrement faux, mais il va se suicider. Léon Blum, Charles Maurras, qui dans l'Action française dit c'est un homme à fusiller, mais à fusiller dans le dos. La presse est très très violente. Il va être attaqué, il va s'en sortir, mais il va être physiquement agressé. Et puis, il y a des affaires de type tout à fait différentes. L'affaire récente, bien sûr, c'est l'affaire Strauss-Kahn. L'affaire Strauss-Kahn, on part d'un fait qui existe réellement. Un homme est arrêté aux États-Unis, c'est un homme puissant, c'est le patron du FMI. Les journaux américains, bien sûr, la presse américaine s'en empare, envoie des images incroyables en France, DSK, menottés, défaits, barbus, et à partir de ce moment-là, c'était véritablement un enchaînement. Qu'est-ce qui se passe? Deux choses. D'abord, il y a une espèce de, allez, comment on va dire ça, une espèce de petite revanche sur le puissant. Là, ça y est, on peut se le payer, quoi. Donc, il est plus dangereux. Donc on ne peut pas dire qu'il y a un contexte particulier pour ce genre d'affaires. Si, il y a un contexte particulier. Le contexte particulier, c'est celui de la presse. La presse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vend. Elle vend du papier, elle vend des images. Imaginez un journal, au moment de l'affaire Strauss-Kahn, imaginez un journal qui dit « Oh là là, c'est pas clair, pour le moment, ok, il a été arrêté, mais enfin il n'est pas coupable, moi, je fais quasiment rien ». Vous imaginez les ventes de ce journal, ou de ce journal télévisé. Les gens vont immédiatement chez la concurrence. Parce que y a un système qui fait que on peut voir, il y a des chaînes, il y en a des dizaines, il y a Internet, il y a tout ce qu'on veut. Donc les journalistes et les journaux se retrouvent piégés et vont entrer dans un système où chacun regarde ce que fait l'autre et va en faire un petit peu plus, parce que lui aussi il faut qu'il vende. Et on va rentrer dans un système de boule de neige où tout le monde copie tout le monde et en rajoute. Pourquoi? Parce qu'on est dans un contexte économique difficile pour la presse. Et donc, voilà, elle fait ça. Alors, il peut se rajouter derrière des règlements de compte politique. Il est évident que pour une presse qui est très opposée à Dominique Strauss-Kahn, dont on sait qu'il peut être le futur adversaire de Nicolas Sarkozy, l'occasion est trop belle. Il ne va pas le rater, évidemment. Donc, quels enseignements peut-on tirer de ce genre d'affaires? D'abord que la première chose, ce serait la prudence. Ce serait de prendre le temps, de se donner le temps, tout simplement d'avoir des éléments vérifiés. Vous savez, il y a des lois en France qui sont très différentes, par exemple, de celles des États-Unis. Vous savez qu'en France, vous n'avez pas le droit de filmer un homme menotté. Vous n'avez pas le droit. D'abord, ça fait sourire quand on a vu les images qu'on a vues, parce que tout simplement, ces images, on les retrouvera partout. Donc, ça ne marche plus, ça ne fonctionne plus. Mais voilà, il y a d'abord un cadre législatif qui protège, qui est là pour protéger. Donc, alors, il faudrait peut-être le revoir. Ensuite, ça n'aurait pas pu se passer en France. Ça se serait passé de toute façon, parce que ce qui ne pouvait pas se montrer en France, ce serait montré de toute façon sur les chaînes étrangères, ce serait montré sur Internet. Donc de toute façon, ça n'aurait rien changé. Donc on peut imaginer déjà un cadre législatif un peu plus protecteur, et deuxièmement, c'est une prise de conscience à la fois des journalistes, et je dirais pas seulement des journalistes, mais des propriétaires de journaux, parce qu'un journaliste, il ne fait pas ce qu'il veut non plus, il a un patron au-dessus de lui. Aucun rédacteur en chef aujourd'hui n'aurait pu dire « Moi, je ne traite pas l'affaire Strauss-Kahn en donnant des détails croustillants, je m'en tiens exactement à l'état de la procédure. » Impossible, impossible. Il n'y a pas un rédacteur en chef en France qui aurait pu jouer à ça. Or, c'est ça qu'il aurait fallu faire, bien sûr. Donc, pour résumer, c'est le célèbre « on lèche, on lâche, on lynche ». Pas que, oui, mais pas forcément. Encore une fois, il ne faut jamais oublier vraiment la dimension économique. Il y a un problème tout simplement de concurrence. Si on était tout seul, ce serait très facile de dire voilà, on va le traiter comme ça. Si les faits sont avérés, s'il est véritablement mis en examen, s'il y a un procès, s'il est condamné, on ira plus loin. Sauf que c'est pas du tout comme ça que ça marche. Parce que, encore une fois, il faut aller plus vite que les petits copains. Sinon, les petits copains, ils vont nous piquer de l'audience ou ils vont vendre plus de papier que nous.
Donc comment on peut lutter contre cela quand on est journaliste? Ben, c'est pas facile. Ça demande d'abord une bonne dose de courage, de savoir résister parfois aux demandes de ses propres patrons, hein, d'avoir un encadrement qui sait résister, qui protège sa rédaction. Ça, c'est aussi important. Hein. Et ça demande beaucoup de courage, mais encore une fois, on n'y échappera pas complètement. Ça, c'est du rêve. Mais est-ce possible? Non. Non, tout simplement parce qu'encore une fois, ce serait faire abstraction de l'environnement économique et ça, c'est pas possible. Et les journalistes font-ils leur mea culpa après de telles affaires? Ah, on aime bien ça. Ah ouais, ouais, les journalistes aiment bien après dire ouais, là on n'aurait pas dû. Ils recommenceront le coup d'après, sans aucun problème. Oui, oui, bien sûr, on adore ça. On adore faire des beaux éditoriaux pour dire tout de même on n'a pas été très bien, c'est comme ça qu'il aurait fallu faire. Mais ça ne changera strictement rien à la fois d'après. Je ne suis pas très optimiste hein, dans ce que je vous dis. J'aimerais bien qu'il y ait une vraie prise de conscience, qu'il y ait vraiment des décisions qui soient prises. Je n'y crois pas trop, encore une fois, parce qu'on n'est pas tout seul. Mais on a quand même l'impression qu'on passe vite à autre chose. Quand on regarde les médias, les journaux, la presse, on voit que les médias parlent beaucoup de cette affaire, mais passent vite à autre chose. Après. Mais c'est vrai pour toutes les affaires. Un clou chasse l'autre, une affaire chasse l'autre. On zappe. De la même manière que c'est pas uniquement la faute des téléspectateurs, des journalistes, hein. C'est aussi celle des téléspectateurs, des lecteurs de journaux. On passe très vite à autre chose. On zappe hein, quand ça plaît plus, quand c'est plus intéressant. Hop, la télécommande, on change de chaîne. Et ben, les journalistes ont tendance, et les journaux ont tendance à en faire autant. C'est-à-dire que, bah, allez, ça commence à lasser les gens. Allez hop, on leur donne du neuf. Hein. Et effectivement, bah, ça empêche de prendre du recul, ça empêche de véritablement analyser une information, en tirer des conclusions. On est un petit peu dans ce système où on va beaucoup trop vite. Il faudrait savoir prendre du temps, et c'est exactement ce que la presse ne sait pas faire. Lionel Corti, merci beaucoup.